Les clés de la reprise, une émission spéciale proposée par Radio Imo et Figaro Imo, animée par Sylvain Lévy-Valency, directeur des programmes Radio Imo, et Olivier Marin, rédacteur en chef de Figaro Imo. Invité, Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, Alexandra François-Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez été extrêmement nombreux et merci encore de vous être manifestés sur les réseaux sociaux. Surtout, bien évidemment, restez chez vous. Nous sommes en direct pour cette émission spéciale immobilier pour justement parler de cette problématique grave qui touche notre pays, cette crise sanitaire sans précédent. Nous allons essayer de vous apporter le maximum de réponses, de donner des clés de décryptage, de vous donner aussi un peu d'espoir, bien évidemment, pour essayer de travailler et de ne pas éluder tous les sujets. Pour cette émission, nous avons plusieurs invités. Elle a été conçue en partenariat avec nos amis du Figaro Immobilier. J'ai Olivier Marin qui est avec moi, rédacteur en chef du Figaro. Salut Olivier. Bonjour, salut Sylvain, bonjour à tous. Alors, pour cette émission, nous avons plusieurs invités. Je suis ravi d'accueillir Alexandra François-Cuxac qui est avec nous, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Alexandra. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Voilà, vous êtes à Biarritz. Oui, en confinement chez moi, dans ma région natale. Merci d'être avec nous. Jean-Marc Torolion est avec nous, le président de la FNAIM. Vous êtes à Grenoble, Jean-Marc. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, à Grenoble. Et bien évidemment, merci au ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté. Je sais que vous avez un agenda très particulier, surtout en ce moment. Merci de prendre le temps de parler aux professionnels de l'immobilier, mais aussi à tous nos auditeurs sur les pages Facebook de Radio Imo, du Figaro Imo et bien sûr de la FNAIM. Olivier Marin, au sommaire de cette émission, nous allons parler de pas mal de sujets qui touchent l'industrie de la ville, l'industrie immobilière, la construction, la transaction, la gestion, tout ce qui touche les Français au quotidien, ce qui change la vie des Français au quotidien, compte tenu d'une crise sans précédent qui touche notre pays. Je vous laisse la main pour poser la première question et faire un premier constat avec le ministre de Normandie. Oui, juste, faut pas hésiter, puisqu'évidemment, vous le disiez Sylvain, on est sur le Facebook de Radio Imo, de Figaro Imo. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir, n'hésitez pas. On va faire bien sûr un tour d'horizon sur le logement au sens très large, la construction, les transactions, les différents marchés du neuf et de l'ancien. Ça concerne en fait tous ceux qui ont un projet immobilier, mais aussi les professionnels du secteur, état des lieux, les priorités, les enjeux, mais aussi bien sûr les perspectives. C'est pour ça que l'émission s'appelle Les clés de la reprise, car on va rester optimiste, on va se projeter pour demain, l'immobilier de demain, comment faire fonctionner toute la chaîne du logement. Il y aura sans doute des enseignements à tirer de cette crise et peut-être que cette période de confinement va modifier notre relation au logement. Vous nous donnerez bien sûr vos sentiments. On se retrouve tout de suite après ça. Les clés de la reprise, une émission spéciale Radio Imo, Figaro Imo. Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant tout, Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro, vous souhaitiez poser une question sur un problème majeur qui est celui de l'hébergement d'urgence des personnes en grande précarité, notamment des sans domicile fixe. Vous vouliez poser cette question à Julien de Normandie. Oui, effectivement, la santé, on va commencer par ça quand même. C'est la priorité, la sécurité de chacun, c'est le plus important. On n'est pas tous égaux en matière de logement. Cette crise c'est un révélateur pour beaucoup. La Fondation Abbé Pierre rappelait récemment que 4 millions de Français sont concernés par le mal-logement, surpeuplement, sans domicile, 900 000 personnes privées de logement personnel. Et avec cette crise de Covid-19, avec les mesures de confinement, j'ai envie de demander à Julien de Normandie, quelles sont les actions que mène l'État concrètement vis-à-vis de ces personnes en grande précarité? Le premier des objectifs, c'est d'abord de mettre à l'abri celles et ceux qui, malheureusement, n'ont pas de chez soi, celles et ceux qui vivent à la rue, les sans-abri. Et au début de cette période de confinement, ils étaient encore plusieurs milliers à vivre à la rue. Et donc, face à ça, l'objectif que j'ai donné à toutes mes équipes, en lien avec les associations, en lien avec les acteurs territoriaux, c'est de mettre à l'abri le maximum de personnes. Et pour aller vite, on a pris une décision très forte, c'est qu'on a réquisitionné des chambres d'hôtel. Parce que comme vous, je ne peux pas accepter que d'un côté, du fait de la crise
sanitaire que nous vivons. L'ensemble des hôtels se vident et de l'autre côté, il y a des personnes qui restent dehors. Et donc, on a réquisitionné, on a mis à disposition, on a beaucoup travaillé avec les chaînes hôtelières que je salue, avec qui j'ai des contacts très réguliers et qui ont répondu à mon appel. Et en l'espace de 3 semaines, c'est plus de 8200 chambres d'hôtel qui ont été ainsi réquisitionnées et mises à disposition pour mettre à l'abri le plus rapidement possible tous ceux qui en avaient besoin. C'est aussi des chèques services, c'est-à-dire des sortes de tickets restaurants qui ont été commencé à être distribués à celles et ceux qui n'arrivaient plus à bénéficier des réseaux d'aide alimentaire traditionnels parce qu'il y avait parfois des complexités dans la distribution. Et donc, c'est des actions très concrètes qu'on a mises en œuvre au premier jour pour porter secours, pour porter ce soutien à ces publics très fragiles que sont les sans-abri. Alors cette question touche bien évidemment un problème et révèle aussi un problème de santé publique, puisque effectivement ces personnes-là quelque part disparaissent dans le paysage urbain, et que effectivement il faut saluer l'action notamment du groupe Accor, mais aussi de plateformes immobilières. Et l'industrie immobilière d'ailleurs n'est pas en reste aussi pour proposer des solutions d'aide. Peut-être une réaction rapide sur ce sujet, Alexandra François-Cuxac. Oui, moi je crois que aujourd'hui, l'heure, elle est évidemment en priorité à l'aide et à l'accompagnement des gens qui sont sur le terrain en prise directe avec le virus. Donc, je trouve que cette crise sanitaire a montré une formidable force de notre pays, c'est sa capacité à se mobiliser tous ensemble pour lutter contre cette crise, mais aussi pour être capable de, je pense à la Fédération des promoteurs immobiliers que je représente ici, faire un appel aux dons quand c'est nécessaire pour une association comme Protège ton soignant qui est véritablement au contact des malades tous les jours. Et à l'heure où je vous parle, on approche le 1 million d'euros qui sont très concrètement convertis en achat de respirateurs, en achat de masques très perfectionnés, en achat tout un tas d'équipements. Et puis, c'est aussi un formidable moment pour nous de montrer qu'on est capable, au sein d'une fédération professionnelle, de prendre nos responsabilités, de fédérer nos adhérents autour, par exemple, de ce qu'on vient de faire ce matin, c'est-à-dire acheter 1 million de masques, non seulement pour protéger nos salariés, pour protéger nos clients, mais aussi pour montrer notre solidarité avec les actions du gouvernement dont on parlera tout à l'heure et qui consiste à essayer, au-delà de la gestion de la crise sanitaire, qui est véritablement la priorité, ce qui nous occupe au quotidien, de commencer aussi à sauvegarder nos emplois et à regarder ce qui se passe au niveau économique pour amortir les choses et préparer dans des conditions sanitaires maximum le retour minimum au travail. Et donc pour ça, il faut s'équiper. Et la fédération a décidé absolument unanimement de faire cette grosse acquisition de masques pour permettre ce retour progressif aussi à l'activité dont nous avons tous besoin. Une réaction, Jean-Marc Lerolion? Moi, je crois que, en fait, quand on est responsable d'une fédération patronale, on a à la fois 2 enjeux. On a l'enjeu naturellement des entrepreneurs que nous représentons et exprimer une solidarité à l'égard de ces entrepreneurs. On a créé un fonds à la FNAM en partenariat avec Gallian pour aider financièrement tous nos chefs d'entreprise qui sont atteints du Covid-16 et qui demain peuvent être éloignés de leur entreprise au moment où il va falloir être extrêmement présents. La deuxième chose que nous avons faite, c'est que, sans bruit, mais j'allais dire avec une belle constance, j'ai demandé à ce que tous les présidents de nos chambres syndicales entrent en contact avec les préfets et les CHU départementaux pour recueillir les besoins. Et nous avons également contacté nos propriétaires bailleurs dont les logements meublés étaient vides pour leur proposer la mise à disposition gratuite de ces logements d'un point de vue temporaire, et nos services étant gratuits naturellement concernant cette mise à disposition et cette gestion. Et c'est comme ça qu'en fonction des besoins des départements, on a vraiment reçu un accueil très chaleureux, et puis on a mis à disposition des logements. À Rouen, on a mis à disposition 3 logements qui nous étaient demandés. À Grenoble, je viens de mettre 5 logements à disposition du CHU. Voilà. Et cette chaîne-là, elle se poursuit France entière, sans bruit, parce que je pense que la solidarité, elle s'exprime d'une façon extrêmement opérationnelle et concrète. Et je crois qu'elle doit avant tout servir la cause qu'elle prétend défendre. Et c'est vraiment le mouvement que je ressens. J'en avais informé juste en son temps Monsieur le ministre. Voilà.
Merci Jean-Marc Torolion. Olivier Marin, on va entrer dans le vif du sujet. Question majeure posée, c'est sur la construction qui pose effectivement un énorme problème dans notre pays. Les chantiers sont à l'arrêt. Oui, on parle bien sûr là de la construction, on évoquera tout à l'heure la transaction, on va voir à la fois côté professionnel et puis bien sûr ce qui touche aussi les particuliers. Alors pour démarrer sur la construction, Alexandra François-Cuxac, on a un appareil de production d'immobilier résidentiel qui concerne, je crois, plus de 2 millions d'emplois dans l'ensemble de la filière. C'est à peu près 11% du produit intérieur brut. Si on dresse un premier état des lieux, tout d'abord, j'ai envie de vous demander dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les professionnels de la promotion immobilière. On avait des chantiers qui étaient quasiment à l'arrêt. Est-ce qu'ils reprennent progressivement avec notamment le guide des bonnes pratiques ? Bon, vous savez, les promoteurs sont des chefs d'entreprise combatifs. Des crises, on en a connu des périodiques. Celle-là, elle est totalement inédite et j'avoue que on n'y était pas préparé. Elle était très brutale. On s'est donc retroussé les manches et c'est vrai que on salue les efforts de notre ministre Julien Normandie parce que en 3 semaines, énormément de pas ont été réalisés. Il en reste encore à faire. En ce qui concerne les chantiers, par exemple, le guide qui a été produit, qui est un guide des bonnes pratiques pour essayer de fixer les conditions sanitaires dans lesquelles certains chantiers pourraient être repris. C'est un guide qui était nécessaire. C'est une étape nécessaire. Il suffit pas. Il est passé par une étape un petit peu compliquée parce qu'il a semé la confusion entre le rôle des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des maîtres d'œuvre et une deuxième version a été nécessaire pour respecter finalement un petit peu le rôle de chacun, la hiérarchie des rôles sur un chantier. Mais dans le contexte actuel où tout le monde travaille et est mobilisé, c'est vraiment tout à fait compréhensible. Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a un certain nombre de chantiers, c'est vrai les plus simples, les plus petits, qui vont pouvoir reprendre à la fin du mois d'avril. C'est très important. Ça demande beaucoup de préalables. Il faut avoir conscience que nous devons garantir les conditions sanitaires pour l'ensemble des salariés. On parle souvent des salariés des entreprises, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des salariés de tous les autres acteurs de l'acte de bâtir qui sont présents sur un chantier. Donc, il faut leur garantir une sécurité maximum. On va reprendre donc en mode qu'on appelle ralenti, en mode dégradé, mais le principal est de montrer que par endroit c'est possible et on a mobilisé absolument tous les adhérents de la fédération qui ont évidemment en tête d'y aller et de repartir. Ça va prendre plusieurs mois. Il faut pas imaginer qu'on reprendra du jour au lendemain comme on y est rentré. Évidemment, ça va prendre du temps. Évidemment, on va être en mode dégradé pendant de longs mois. Mais je crois que ce qui est important, c'est de préserver aussi, au-delà de notre santé à tous, qui est la grande priorité, essayer de préserver nos entreprises, essayer de préserver nos emplois. Dans certaines régions, on parvient déjà à démarrer. Ce sera beaucoup plus compliqué pour les très gros chantiers. Parce que il faut comprendre que les chantiers ne se sont pas tous organisés pareil. Vous avez de la coactivité, parfois vous en avez moins. Vous avez parfois une entreprise générale qui coordonne. Vous avez une multitude d'acteurs qu'il faut préserver dans leur interactivité. Bref, c'est très important et je crois que ce qu'il faut avoir en tête aussi, et c'est l'appel que je vais lancer à chacun, c'est d'être raisonnable dans ses demandes. Bien sûr que cela va coûter un peu de frais, un peu de temps, un peu de changement. Mais il faut que chaque acteur soit raisonnable dans ses demandes et avoir en tête que c'est un mode de reprise collectif, très accompagné par notre gouvernement, dans lequel il faut véritablement, se mobiliser collectivement. Et je suis jamais favorable à des processus en silo et puis des gens qui ne se parlent pas. Aujourd'hui, et tous les communiqués de presse qu'on a pu faire récemment, vous avez dû le noter, sont des communiqués largement partagés entre maîtres d'ouvrage privés, entre maîtres d'ouvrage publics, avec les architectes, avec les bureaux d'études. Donc, on est véritablement sur le terrain en train de se rendre opérationnel dans la limite, évidemment, du confinement, donc post-confinement, il faut le dire. Julien de Normandie, Monsieur le ministre, une réponse par rapport notamment, là, si on évoque cet aspect avec les acteurs de la construction sur le logement neuf. Je crois que le constat, on le partage tous. Certains professionnels, l'INSEE mettaient en avant en début de semaine que à peu près 9 chantiers sur 10 étaient à l'arrêt ou en difficulté. Et c'est vrai que c'est un immense enjeu pour nous tous.
à la fois sur le moment et puis à la fois aussi sur l'après, parce que on le sait bien, le bâtiment, l'immobilier, la construction, c'est, et ça a toujours été le cas par le passé, un élément fondamental de l'économie, qui plus est lorsqu'il s'agit de relancer l'économie. Alors la première des priorités, c'est avant toute autre chose la sécurité de celles et ceux qui travaillent sur les chantiers, la sécurité de l'ensemble des professionnels. C'est ça qui nous a amené avec les différentes fédérations, et vraiment je partage ce qui vient d'être dit, et je pense qu'il est très important d'avoir cet aspect collégial. On a finalisé ce guide de bonnes pratiques sanitaires pour justement donner un cadre très précis pour permettre, dès lors que cela était possible, de reprendre un certain nombre de chantiers dans des conditions sanitaires absolument sécures, comme on dit. Et vous savez, moi, je veux aussi en profiter pour saluer, au-delà de tous les professionnels qui font un boulot formidable, également mes équipes, les équipes du ministère, les équipes de ces fonctionnaires qui travaillent d'arrache-pied également pour faire en sorte que toutes ces solutions puissent être trouvées. Voilà, nous sommes, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, nous étions en direct. Nous sommes en direct sur Facebook Live, la page de Radio Imo, Figaro Imo, ainsi que la page de la FNIM. Voilà, il y a un peu plus de 3000 personnes qui étaient connectées. Désolé à ceux qui nous écoutent. On a eu une surcharge liée au flux. On reprend le cours de notre débat. Monsieur le Ministre, reprenez votre parole. Merci beaucoup. Je disais que effectivement, comme l'internaute m'interrogeait, mon engagement est de faire en sorte que ces nouvelles ordonnances puissent être finalisées le plus rapidement possible, et qu'au moment même où je vous parlais, mes équipes étaient en train de finaliser cette rédaction pour faire en sorte que dans les tout prochains jours, elles puissent être prises. Et j'en profitais pour saluer, au-delà de l'action des professionnels, également l'action des services de l'État, parce que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui ne comptent pas leurs heures pour pouvoir permettre ce cadre. Et donc, j'en profite pour passer un remerciement chaleureux à toutes mes équipes qui aujourd'hui travaillent d'arrache-pied pour permettre tout cela de se réaliser. Alors, justement, vous posiez cette question, Olivier Marin, avec la question qui était posée par Régis Lambert, effectivement, sur notamment les purges, les délais d'instruction, purge des recours, question des tiers liés à l'urbanisme. Effectivement, on a l'impression qu'il y a un ensemble d'éléments. C'est pas tout à fait simple, bien évidemment, et beaucoup de choses se présentent. Vous vouliez ajouter, Olivier Marin, sur la construction, justement, pour terminer ce chapitre? Oui, notamment, là, vraiment, c'est pour être concret, Alexandra François-Cubsac, notamment, c'est s'adresser à tous les particuliers qui ont un projet immobilier dans le neuf. Qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire pour tous ceux qui achètent en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, et les investisseurs aussi, bien sûr. Écoutez, pour parler techniquement, depuis quelques jours, le décret modifié de la loi sur les actes acquéreurs authentiques, parce que vous savez qu'en VFA, il faut un acte authentique devant notaire. Le décret modifié il y a quelques jours seulement par la chancellerie permet désormais à nos acquéreurs de passer leur acte authentique dans des offices notariales qui vont, par le biais de la dématérialisation, pouvoir les recevoir. Un certain nombre d'autres préalables sont nécessaires quand même. Vous savez que ces actes doivent être publiés aux hypothèques. Il y a un certain nombre de services, soit des services d'État, soit des services publics locaux qui doivent fonctionner. Et bien sûr, on a alerté notre ministre de tutelle là-dessus. Il le sait bien, qui doivent fonctionner pour permettre à ces actes d'être publiés et d'être effectifs. Ensuite, il est vrai que depuis le début du confinement, notre activité est complètement arrêtée. Donc, on ne peut pas se rendre sur un chantier. Les gens sont confinés chez eux. Tout ce qui, vous savez, il y a quelques jours, je disais aux adhérents de la fédération, on a pris une décision 3 mois avant la crise, d'équiper l'ensemble des chambres régionales des promoteurs en dématérialisation, en outil de visioconférence. Cet équipement, c'est formidable pour se mobiliser, pour se parler, pour continuer l'activité. Malheureusement, c'est vrai que ça a joué
cette crise sanitaire comme un révélateur de cette faiblesse au niveau dématérialisation d'un grand nombre de services dans notre pays. Et donc, on a effectivement aujourd'hui de grandes difficultés à pouvoir avoir un secteur privé qui soit efficace parce que le service public n'a finalement pas une activité minimum dans les territoires qui nous permettent de continuer à déposer un permis dématérialisé, à pouvoir publier nos actes acquéreurs, à pouvoir, réussir à travailler avec les équipes des élus locaux, à travailler avec les équipes de l'architecte des bâtiments de France. Toute notre activité en amont est bloquée. Notre activité en aval, nos bureaux de vente sont fermés malheureusement. Les gens peuvent encore aller sur nos sites internet, bien sûr, et regarder notre offre. Mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué. Il faut pas perdre espoir, mais je crois que si l'on veut demain préparer le chantier, pour le coup, le chantier de la reprise, il faudra véritablement accélérer un maximum ce processus de dématérialisation qui avait été engagé d'ailleurs par le gouvernement à l'horizon 2022 pour les communes de plus de 3500 habitants. On voit bien comment même aujourd'hui dans nos métropoles, et j'ai pu en discuter beaucoup avec le président de France Urbaine, maire de Toulouse, Jean-Luc Moudac récemment, comment il faut que les métropoles soient aujourd'hui aux côtés prennent la leçon de cette crise qui montre ô combien on a besoin aujourd'hui de se protéger grâce au numérique pour pouvoir continuer de garantir une activité économique parce que on frôle évidemment, mais tout le monde je crois l'a compris, une catastrophe économique terrible. Donc il faudra au sortir de la crise accélérer ces délais, accélérer un certain nombre de démarches, certainement aussi dérégulées, parce que on s'est aperçu à la lueur de cette crise également qu'on était dans un pays formidablement administré, hyper réglementé, qui nous empêchait finalement de continuer à vivre même à distance, même confinés, alors que les moyens modernes aujourd'hui doivent nous permettre de continuer à travailler à distance beaucoup plus efficacement que ce qu'on fait. Donc je crois qu'il va nous falloir réfléchir tous ensemble à une accélération, mais aussi à une nouvelle ère. Comment est-ce que demain, nous allons travailler ? Il y a une partie du retard qui peut se rattraper. Il y a une partie du retard qu'on a accumulé que l'on peut rattraper si on change un certain nombre de pratiques, si on se mobilise tous, État, collectivités, élus locaux, opérateurs professionnels et clients, parce que les clients n'en parlent pas, mais ils sont là avec une formidable compréhension de ce qui se passe, en même temps avec une confiance qu'il nous faut entretenir. Donc on a beaucoup d'échanges les uns et les autres avec nos clients pour les rassurer et leur dire qu'ils retrouveront évidemment leur projet quand tout sera terminé. Mais il est vrai qu'il va falloir travailler ensemble, et j'en profite d'avoir Julien Normandie en face de nous aujourd'hui collectivement, pour dire travaillons ensemble sur le chantier de la reprise pour accélérer et déréglementer au maximum notre pays. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela, Julien Normandie ? Je sais que vous avez beaucoup bougé. Il faut rendre grâce à l'exécutif qui a pris des mesures exceptionnelles. On peut parler d'un véritable plan Marshall de soutien à l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire aux promoteurs qui nous écoutent, aux acteurs de la ville aujourd'hui ? Il y a deux sujets différents évoqués par Alexandra. Il y a le premier sujet qui est effectivement le rôle du numérique dans nos vies, dans nos actions, y compris en tant que professionnels et acteurs de l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que la période montre à quel point ce numérique aujourd'hui devient de plus en plus indispensable, parfois est protecteur. En tout cas, on va avoir un changement d'usage, c'est certain. Moi, depuis très longtemps maintenant, je me bats pour mettre plus de numérique dans le secteur de l'immobilier. Comme le disait Alexandra, c'est la loi Elan qui a rendu obligatoire le fait qu'à l'horizon 2022, alors certes c'est moins, mais à l'horizon 2022, tous les documents d'urbanisme puissent être traités de manière dématérialisée. Ce qui est un enjeu énorme pour l'État, bien sûr, pour les collectivités locales également. Mais moi, j'ai considéré au moment de la loi Elan qu'il fallait y compris rendre ce cadre obligatoire. Alors que vous m'avez déjà entendu plein de fois le dire, pour moi, je trouve que dans le logement, il y a déjà suffisamment d'obligations. Donc, très rares sont les obligations nouvelles que j'ai pu introduire. Mais celle-là, elle me paraissait nécessaire. Alors après, il y a un deuxième sujet, c'est celui de la relance.
Là, on a beaucoup parlé de comment on fait pour maintenir l'activité grâce d'abord au réseau sécuritaire et ensuite à la dématérialisation, comme les actes notariés, comme ce que vient d'être dit sur la VEFA. Enfin, aujourd'hui, moi, je consacre aussi beaucoup de mon énergie avec les professionnels à établir d'ores et déjà quelles peuvent être les mesures fortes à prendre pour permettre la relance le moment venu. Et ça, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est en train d'y travailler. Est-ce que ça passe par plus de souplesse ici, très certainement? Est-ce que ça passe par beaucoup d'ambition dans le soutien à la construction neuve, très certainement également? Moi, je crois beaucoup aussi à un volet très fort sur la réhabilitation, parce qu'en plus, ça permet d'agir rapidement. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. On est aujourd'hui en train de travailler. On sortira tout ça en concertation bien sûr avec tous les professionnels. On sortira les mesures le moment venu. Pour l'instant, évidemment, notre énergie, elle est aussi beaucoup sur le moment présent et l'accompagnement des acteurs dans le moment présent. Alors, autre sujet qui vous concerne directement aussi, mais qui concerne aussi l'industrie du neuf, Jean-Marc Torolion, sur les transactions immobilières. Une année 2019 qui a été exceptionnelle, on peut le dire, une année exceptionnelle sur l'activité, avec plus d'1 million de transactions en France. Cette pandémie de coronavirus a entraîné un coup d'arrêt brutal, plus de 80% des transactions en moins par rapport à l'an dernier. On ne compte plus les signatures décalées, les déménagements repoussés, voire même annulés. Des projets immobiliers qui sont là aussi décalés, même annulés. Un décret publié samedi permet désormais la signature électronique à distance chez les notaires. Ça facilite les signatures, mais ça ne règle pas tout, loin de là. On a fait une estimation en appelant la Chambre des notaires, le Conseil supérieur du notariat. Seuls 4 notaires sur 10 sont équipés de matériel pouvant dématérialiser la signature. Alors, effectivement, le jeu de la solidarité entre notaires font que les confrères pas équipés peuvent solliciter des confrères notaires pour les aider. Quel constat vous faites? Quel est votre avis? Je sais que récemment, vous avez interpellé Julien de Normandie, l'exécutif, mais vous avez aussi interpellé les notaires. Qu'en est-il aujourd'hui, Jean-Marc Torolion? Écoutez, aujourd'hui, on a fait un petit tour de France. On a une photographie exacte de l'activité des services et des notaires France entière. C'est tout l'avantage d'avoir une fédération très ancrée localement. Ce que je peux vous dire concernant le notariat, c'est que 35% d'entre eux aujourd'hui fonctionnent d'une façon tout à fait satisfaisante et très opérationnelle. 35%. 43% aujourd'hui ont un service, ce que j'appelle dégradé, c'est-à-dire sont très au ralenti. Et 19% aujourd'hui n'ont pas réouvert malgré la demande de leur président. Moi, je salue ce décret du 3 avril parce que ça a été un combat quand même qu'on a mené. Ça nous a valu d'être attaqués, mais je crois qu'on avait toute une chaîne qui était bloquée par ceux et celles qui étaient gardiens du sceau de la République et au fond qui étaient au centre des flux et qui se devaient, à mon sens, d'assumer ce service public. Mais il n'y a pas que. Il y a le service de la publicité foncière. 56% sont ouvertes aujourd'hui. 18% sont fermées. Il faut qu'elles réouvrent impérativement et un certain nombre ont un service dégradé. Et puis, il y a le service des collectivités territoriales. Là aussi, on a regardé les préfectures et sous-préfectures. 13,5% seulement ont un service opérationnel. Et donc, l'appel que je lance aujourd'hui, évidemment, à l'égard de toute cette chaîne qui doit fonctionner, c'est de reprendre du service et d'être, j'allais dire, non pas passif, mais dynamique, notamment pour les déclarations d'intention de l'aliéné, de ne pas attendre la péremption du délai, mais de répondre par anticipation. Concernant la transaction, qui est une des facettes que nous représentons après le syndic et l'administration de biens, sur lequel j'aimerais aussi dire 2 mots. Mais concernant la transaction, nous avons eu un premier trimestre qui a été un très bon trimestre de transaction et de production. Et c'est ce trimestre-là aujourd'hui que nous souhaiterions pouvoir encaisser, si je puis dire. Et par ailleurs, on a beaucoup de clients qui souhaiteraient pouvoir déménager en réalité. Et donc, on a un enjeu, c'est de faire en sorte que ces flux de trésorerie, pour mes adhérents, c'est 400 millions d'euros, puissent très rapidement irriguer des trésoreries qui vont sortir extrêmement affaiblies de cette période de confinement et qui seront indispensables pour accompagner la reprise, nonobstant les aides qui ont été accordées par l'État et dont on peut reconnaître, parce que moi j'ai connu la crise de 90, la crise de 2008, dont on peut reconnaître que c'est la première fois que notre secteur est aidé de cette façon, soulignons-le quand même. Et puis, toujours pour la transaction, je pense qu'il y a évidemment des modifications à apporter sur ces ordonnances pour éviter de déporter la crise.
Je crois que le ministre y a répondu. On y travaillait encore hier soir avec son cabinet d'une façon assidue et j'ai confiance dans la capacité d'écoute et de correction qui est en train de se mettre en place. Quel est aujourd'hui le rôle, quel est l'enjeu pour nos entreprises? C'est de se mettre en hibernation en essayant de conserver leur trésorerie, mais c'est aussi garder la confiance de leur équipe pour pouvoir demain redémarrer au plus vite, redémarrer dans le métier de la transaction. Ça ne veut pas dire encaisser des honoraires immédiatement, ça veut dire les encaisser dans 3 mois. Donc, inutile de vous dire qu'entre les 3 mois qui sont bloqués, les 3 mois sur lesquels on ne fera rien, plus le temps de la reprise, il est bien évident que c'est une chaîne qui doit se réaliser et se concrétiser sur le terrain. Julien de Normandie, ça appelle une réponse de votre part. Alors, je n'ai pas tout entendu. La connexion a coupé à un moment donné, mais je crois avoir compris l'essentiel. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il nous faut faire bloc. Il nous faut faire bloc pour continuer l'activité dès lors que les conditions sécuritaires et sanitaires sont absolument assurées. C'est pour ça que dans toute la chaîne du logement, depuis le premier jour, on identifie là où il y a des difficultés, des blocages et on apporte des solutions. Jean-Marc Torolion parlait par exemple des actes notariés. C'est vrai qu'on a observé les chiffres dont moi je dispose la semaine dernière, 60% d'actes en moins par rapport à d'habitude. Et c'est pour ça que dès ce week-end, avec la garde des Sceaux, on a pris un décret pour dire maintenant, de manière exceptionnelle, on dématérialise les actes notariés. On se rend compte que cela peut exister à d'autres titres. Par exemple, on a beaucoup été interrogé sur le rôle de syndic. Vous savez que quand les assemblées générales ne peuvent se tenir, cela peut remettre en cause beaucoup de choses, y compris la pérennité d'un syndic au sein de votre immeuble. De la même manière, on a tout de suite pris des textes pour préserver la chose, permettre à tous de tenir les AG dans de bonnes conditions et ainsi aussi préserver et donner de la visibilité aux syndics ou aux agences immobilières, qui plus est lorsqu'elles ont un rôle de syndic. Enfin, évidemment, et je crois que c'est un enjeu incroyablement important, faire bloc, c'est vraiment tous les maillons, c'est-à-dire ça n'est pas que moi en tant que ministre vis-à-vis des acteurs professionnels privés, c'est aussi moi en tant que ministre vis-à-vis de mes propres équipes sur tous les territoires et également en lien avec les collectivités territoriales. Parce que Jean-Marc Torolion parle des droits de préemption. Les droits de préemption, et c'est bien normal, tout le monde le comprend, c'est des accords où silence vaut accord. En période de confinement, c'est assez normal de geler cela quand c'est silence vaut accord. Mais il s'avère que les droits de préemption, en moyenne, c'est utilisé à hauteur de 1% de l'ensemble des transactions. Et donc, on a réuni, il y a 48 heures, avec Jacqueline Gouraud, l'ensemble des associations d'élus, communales, intercommunales, de grande et de petite taille, pour justement voir avec elles comment on faisait en sorte que, dès lors que cela était possible, ces actions puissent être continuées. Parfois, c'est compliqué. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des défis de dématérialisation d'un certain nombre d'actes. Et parfois, c'est très compliqué de pouvoir se prononcer de manière dématérialisée sur des documents d'urbanisme. Les professionnels le savent bien. Enfin, il y a beaucoup de moments où c'est possible. Et donc, on s'est mis d'accord avec les collectivités territoriales, dès lors que cela est possible, de pouvoir continuer à faire. C'est ça ce que j'appelle faire bloc. Parce que dès que les conditions sécuritaires le permettent, il faut continuer, évidemment. D'une part, parce que c'est important pour donner cette visibilité aux acteurs, pour permettre de soutenir, pour faire en sorte que les impacts soient moins forts que les moins forts possibles. Mais aussi, c'est important parce que le jour où on sera dans la période de relance, c'est beaucoup plus facile de repartir quand vous avez une activité qui n'a pas été éteinte. C'est beaucoup plus compliqué de repartir si aujourd'hui tout est à l'arrêt. Donc évidemment, il faut maintenir cette activité dès que c'est possible. Ce sera d'autant plus facile au moment de la relance d'avoir une relance très forte. Justement, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. 2 questions à Jean-Marc Torolion. Tout d'abord, concrètement, que peuvent faire ou ne peuvent pas faire les particuliers qui ont un projet justement immobilier en cours ou à venir? On a parlé de visites virtuelles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a toujours des conseils? Et puis, est-ce que le marché immobilier, demain, va souffrir plus que de raison? Quel impact sur les prix la chute des transactions aura-t-elle? On parle aussi, on pense bien sûr à la solvabilité des ménages, la baisse des revenus, plus d'inquiétude économique, peut-être la peur du chômage, moins de confiance et peut-être à terme moins de projets immobiliers.
Alors, Olivier, d'abord, l'immobilier ne se résume pas qu'à la transaction. Ben, je sais bien. Et je vais répondre à la question, mais je voudrais dire que 90% des syndics professionnels, aujourd'hui, assurent une continuité de service dans les 10 millions de logements que nous gérons. Et je pense que c'est important de le dire. Et c'est important à ce moment-là de rendre hommage d'abord à l'industrie de la propreté qui nettoie nos immeubles, qui est présente, et à l'ensemble des artisans qui répondent aux urgences et qui assurent comme une fidélité dont nous les remercions. Je voudrais dire aussi que la chaîne de l'administration de biens et de la location, elle est active à 80%. On gère les problèmes de nos locataires, on gère les problèmes de nos propriétaires et on gère constamment des problèmes de déménagement. Et je voudrais revenir sur le déménagement après, si vous le voulez bien. Et concernant la transaction, je pense que cette période est exceptionnelle aussi parce qu'il y a un repli sur des besoins primaires et des besoins essentiels. Il y a la santé, tout le monde l'a compris. Il y a l'alimentaire, je crois que c'est évident. Et puis au fond, il y a le logement, dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est le refuge de la famille, qu'il est là où on se confine, c'est-à-dire où on se retrouve et on se protège. Eh bien, je pense qu'on va ressortir renforcé avec cette valeur refuge. Je pense que la conscience que le nid familial, le cocon familial, c'est important à tous égards, va ressortir très fort. Vous savez, quand vous avez la chance d'avoir un petit peu d'immobilier locatif et que vous avez eu un PEA, je pense que quand vous avez reçu vos loyers et quand vous avez regardé le solde de votre PEA, je pense qu'à cet instant-là, vous avez mesuré ce qu'était une valeur refuge. Je voudrais aussi souligner qu'il y a énormément de bienveillance aujourd'hui entre bailleurs et locataires. On a appelé nos loyers du mois d'avril et ces loyers sont payés. Ils sont bien payés. Il n'y a pas de question. Il y a plus d'inquiétude de la part de nos locataires de savoir si on a reçu le chèque à cause des services de la Poste que de ne pas avoir payé leur loyer. Et donc, il y a une chaîne de bienveillance qui se met en route. Alors, bien sûr, quand on est acquéreur et vendeur aujourd'hui, qu'est-ce que l'on doit faire? Le marché, il est en quelque sorte suspendu. C'est une période où on a un non-marché. Et donc, si finalement on ne tire aucune moyenne, il y a un non-marché, tout simplement parce qu'on est dans une forme de sidération qui bloque évidemment tout projet. Mais sur le fond, ce que je crois, c'est que le marché va obligatoirement avoir une baisse d'activité importante parce qu'on ne se remet pas comme ça psychologiquement en décision d'achat et de vente. Mais je pense que de toute façon, nous aurons relativement vite une forme d'appétence qui va revenir sur cet immobilier dont on a pu mesurer tout l'intérêt en termes de revenus et tout l'intérêt en termes de protection. C'est ce que j'appelle la valeur refuge. Donc au fond, je suis confiant sur la valeur, je suis moins confiant sur la reprise d'activité rapide pour nos entreprises, mais je veux souligner que notre mission de continuité de service en administration de biens qui touche des millions de Français, nous l'avons assurée grâce à cette chaîne de solidarité et pour reprendre les propos du ministre, grâce à ce bloc qui s'est mis en place entre nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos clients. Monsieur le ministre, l'État ne peut pas tout. Dans une crise sanitaire qui nous touche, même s'il y a un soutien de l'économie, il faut que l'économie puisse repartir. Ça, c'est une certitude. J'aimerais qu'on parle de la gestion immobilière des syndics de copropriété. Pour la dernière partie de cette émission, il y a eu beaucoup de fantasmes et de fausses informations qui ont circulé, notamment sur le paiement des loyers. Aujourd'hui, les personnes dans le résidentiel doivent continuer à payer leur loyer, monsieur le ministre. Vous avez effectivement indiqué, et il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé sur les loyers de bureaux. Certains foncières de retail, d'immobilier commercial, parfois ont consenti à des reports de loyer, d'autres pas. Il y a eu, Olivier Marin, on en a parlé ce matin, des bailleurs sociaux qui ont accepté pour certains de suspendre ou même de décaler des loyers, à l'instar de ce qu'a fait le Portugal, par exemple. J'aimerais que vous nous donniez un petit peu la vraie information. Qu'en est-il pour le paiement des loyers de bureaux, des loyers commerciaux et des loyers d'habitation? Et s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez faire une insertion sur ce qui se passe sur le logement social, question qui a été posée par nos auditeurs? Alors, je vais essayer d'être très clair et en plus d'expliquer la philosophie sous-jacente à tout cela.
La première des mesures que le gouvernement a prises, c'est d'abord de reporter ce qu'on appelle la trêve hivernale, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expulsion locative pendant toute la période sanitaire. Vous savez, cette trêve hivernale, normalement, s'arrête le 31 mars, on l'a décalée. Ça veut dire quoi, la trêve hivernale? Ça veut dire que même si la juridiction a ordonné l'usage de la force pour pouvoir concourir à l'expulsion locative, à ce moment-là, l'État ne fait pas usage de cette force, c'est-à-dire ne met pas en application la juridiction. Ce faisant, l'État engage sa responsabilité et donc l'État indemnise le propriétaire. Là, on est sur le volet expulsion locative où on a tout gelé pour protéger. Et je crois que tout le monde le comprend. Après, il y a un deuxième volet qui est la question du paiement des loyers. Donc, on n'est pas du tout dans une gestion d'expulsion locative. On est juste dans la gestion habituelle du paiement des loyers. Absolument, absolument. Qu'est-ce que nous avons dit? Il est vrai que ce n'est pas la même politique en fonction de si vous êtes un petit commerce en très grande difficulté ou si vous êtes, donc c'est-à-dire les loyers des beaux commerciaux, ou si vous êtes dans les loyers d'habitation. Pourquoi? Parce que quand le président de la République a annoncé cette suspension dans les loyers commerciaux pour les entreprises de petite taille en très grande difficulté, quel est le principe? C'est quand aujourd'hui vous êtes un restaurateur, un commerçant qui a eu l'obligation de fermer. Vous avez tout simplement zéro ressource, zéro. Vous n'avez plus aucune entrée d'argent. Et donc le principe qui sous-tendait cette décision, c'est de dire, évidemment, si vous n'avez plus aucune ressource, vous ne pouvez pas honorer des dépenses. Et donc c'est pour ça que, à l'échelle d'un petit commerce qui n'a, par exemple, pas fermé ou n'a plus aucune ressource, eh ben, nous avons mis en place ces systèmes lui permettant de ne pas payer son bail commercial. Bon. Maintenant, pour les individus, quelle a été la politique que nous avons menée? La politique, elle était tout autre. Elle a été de dire, lorsque votre entreprise ferme, à ce moment-là, on met en place le chômage partiel. Lorsque vous êtes indépendant et que votre activité s'arrête, à ce moment-là, on met en place un fonds d'indemnisation. Lorsque vous ne pouvez plus aller travailler parce que vous devez garder vos enfants, à ce moment-là, on met en place un système d'arrêt pour garde d'enfants qui, à chaque fois, se supplée à vos ressources. Ce faisant, si on veut que la chaîne continue à fonctionner, ben si on se supplée à vos ressources, il faut que vous puissiez continuer à honorer vos dépenses, vos charges, et y compris le paiement des loyers. Et donc, la logique, elle est très claire. Elle est de dire, de manière globale, le gouvernement se substitue aux ressources lorsqu'il n'y a plus de ressources pour les personnes individuelles. Et donc, ce faisant, il faut continuer à payer ses charges, ses loyers, etc. Une fois que j'ai dit ça, moi, je n'ignore en rien, et je peux vous dire que j'y passe beaucoup, beaucoup de temps, et que c'est l'une de mes plus grandes attentions, que pour certaines familles, ça reste très compliqué. Évidemment, parce que parfois, votre chômage partiel, il n'est pas à hauteur de 100% de votre revenu net. C'est vrai quand c'est au niveau du SMIC, mais au-dessus du SMIC, c'est 84%, c'est pas 100%. Parce que parfois, vous avez des coûts supplémentaires. Prenons une famille qui a 4 enfants et dont les enfants allaient à la cantine et la cantine ne coûtait rien. Aujourd'hui, comme ils ne vont plus à la cantine, il faut les nourrir, etc., etc. Et donc, il y a des difficultés individuelles cette fois-ci. Et face à ça, qu'est-ce que nous avons décidé? C'est d'abord d'avoir un accompagnement avec beaucoup de travail que nous avons mené avec les bailleurs sociaux pour qu'il y ait des points d'accompagnement précis, des cellules d'accompagnement mises en place par les bailleurs sociaux, pour voir individu après individu s'il faut ici ou là apporter des solutions de report ou autre. Premier point. Deuxième point, quand il n'y a pas ces cellules-là, de mettre en place un dispositif avec les agences départementales d'information pour le logement, les ADIL. Ce sont des professionnels. Il y a un numéro de téléphone qui est dédié, qui est le 0805 16 00 75 pour toute personne ayant ces difficultés individuelles pour qu'elle puisse trouver derrière des experts qui les accompagnent. Et enfin, on a mobilisé un fonds qui s'appelle le Fonds de solidarité logement. Il s'avère que c'est une compétence des départements, comme certaines compétences sociales. Et ce fonds, je m'en suis entretenu avec le président que je salue, Dominique Bussereau, président des départements de France, on le mobilise à plein. C'est-à-dire qu'on le mobilise de manière très rapide. C'est 350 millions d'euros. Bref, vous m'aurez compris, si la ligne
globale, elle est de dire on se substitue aux ressources et donc il faut continuer à payer ses charges, ses loyers, etc. Elle est évidemment d'avoir des accompagnements individuels pour toutes celles et ceux qui sont en difficulté. Et c'est ça tout le dispositif qu'on a mis en place et c'est ça qu'on continuera à faire. Parce que à chaque fois, ce sont des familles, ce sont des femmes, des hommes avec leur propre histoire. Moi, je crois que ce suivi individuel, il est très nécessaire. Vous voulez une réaction peut-être, Alexandra? Une réaction sur ce qui a été dit? Non, moi je crois que ce sujet de la crise sanitaire, effectivement, il a démontré, et le président Tourillon l'a dit tout à l'heure, l'importance du logement. On a bien vu que les gens qui étaient à la rue ou qui étaient mal logés, trop nombreux par logement, étaient les premières victimes de la crise sanitaire. Donc ça révèle effectivement tout l'enjeu que nous avons dans cette industrie de produire du logement neuf, adapté, responsable, qui loge bien les gens, qui leur procure un logement adapté à leurs besoins. Et ça n'est pas qu'une problématique de bailleur social, c'est une problématique et une responsabilité de toute l'industrie du logement, dont les promoteurs immobiliers privés sont extrêmement conscients. Moi, je crois que pour accompagner nos clients demain dans leur futur proche, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin, si on se replace juste avant la crise, qu'est-ce qu'on avait? On avait un problème d'offre. On n'arrivait plus à produire suffisamment par rapport à la demande. On avait des logements qui augmentaient en prix. On avait des exigences réglementaires qui, malgré la bonne volonté de tous, croissaient parce que exigences en tout genre. Et donc, je crois qu'en sortir de crise, nous aurons exactement le même type de problème. Nous aurons besoin de booster l'offre et donc on aura besoin des élus locaux pour instruire les permis et les signer. Mais j'insiste encore là-dessus, mais c'est fondamental, c'est 2 millions d'emplois l'industrie du bâtiment. Donc il faut préserver ça, il faut donc pouvoir instruire et donner des autorisations de construire qui sont littéralement en train de s'effondrer. Mais on va avoir besoin aussi des banques, pas uniquement de la banque centrale pour aider les opérateurs, parce que ça c'est très bien et c'est la garantie de l'État et ce job-là il a été fait. On va avoir besoin maintenant des banques pour accompagner les crédits de nos acquéreurs. Lesquels crédits avaient commencé à se réduire juste avant la crise, rappelez-vous. Moi, je lance un appel aux banques à se mobiliser autour de l'acte d'achat de nos acquéreurs quand ils vont avoir besoin de leur logement. Il va falloir les aider à le financer. Et puis, je crois qu'on va avoir aussi besoin d'une formidable accélération, je l'ai dit, mais c'est important, accélération du temps pour rattraper le retard. C'est le temps économique, on en a parlé, c'est le temps administratif, on en a parlé aussi, c'est le temps politique. Et là, je voudrais vous communiquer une inquiétude très forte aujourd'hui du monde de la promotion immobilière qui est sur ce sujet des élections locales. On a bien compris que ces élections locales posaient problème dans l'organisation du second tour et on a bien compris qu'il y avait malheureusement beaucoup de chances pour qu'elles soient décalées, la date n'étant pas connue à ce stade. Nous, il faut bien comprendre que quand les élus locaux n'ont pas les pleins pouvoirs de leurs conseils et de leurs décisions, les décisions ne se prennent pas. Et si les décisions ne se prennent pas, les permis ne se signent pas et l'activité économique ne repart pas. Donc, je crois que pour nous, ce qui est important, c'est véritablement que tout le monde ait bien en tête d'organiser ces élections le plus vite possible, qu'une légitimité de conseil municipal se mette en place. Il faut dire que la plupart des maires qui ont été élus au premier tour et qui sont sauvés sont des maires de petites communes, les 3000 en question pour la plupart, alors que dans les grandes métropoles, dans les grandes villes, les maires sont en situation donc d'une illégitimité. En tout cas, c'est ce qu'ils ressentent. Et donc, on voit très bien se profiler à l'horizon une période de blocage politique très, très, très nuisible, très toxique pour toute notre industrie, dont on aimerait ne pas avoir à gérer les conséquences. Donc, véritablement un appel pour que cette gestion du temps politique, que je sais difficile, puisse être derrière nous le plus vite possible. Est-ce que vous voulez dire un mot, Monsieur le Ministre, sur la question des élections? Monsieur le Ministre? Ce qui est sûr, c'est que… Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Non, je vous entends, je vous entends. Non, sur la question des élections, deux choses. La première chose, c'est que sur la tenue de ces élections, la loi a été très claire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont prévues vers le 20 ou 21 juin.
mais il y aura un rapport qui sera remis vers le 20 mai à peu près au Parlement pour déterminer si, oui ou non, il est envisageable de tenir ce second tour des élections municipales. Et ça, en fonction de quoi? Évidemment, en fonction de critères sanitaires. Et la priorité par-dessus tout sera évidemment la protection sanitaire des Français. Et ça, je crois que tout le monde le comprend. Et évidemment, c'est cela qui passera au-dessus de tout, mais je crois que tout le monde en a bien conscience. Après, dans les ordonnances que nous avons prises, nous avons fait en sorte, nous nous sommes assurés que quel que soit le conseil municipal actuel, c'est-à-dire que le conseil municipal, par exemple, n'ait pu se réunir, et donc, même s'il avait été à nouveau élu lors des dernières municipales et qu'il n'aurait pu se réunir, nous avons fait en sorte que les conseils municipaux actuels qui donc ont été prorogés dans le temps puissent bénéficier des pouvoirs pour continuer à délivrer des documents d'urbanisme. C'était évidemment une attention très forte que j'avais, que la ministre Jacqueline Gouraud également avait, pour pouvoir continuer cette activité, évidemment. Maintenant, au-delà de ce que dit la loi, au-delà de ce que permet la loi, il y a également tout ce travail de concert qu'on fait avec les associations d'élus, avec les élus locaux, pour pouvoir les accompagner, les aider et faire en sorte que, évidemment, le plus possible de ces documents d'urbanisme, dès lors que les mesures de sécurité sont là, puissent continuer à être donnés. C'est évidemment un sujet que je suis là aussi avec beaucoup d'attention parce que le constat qui a été fait à l'instant ça nécessite cette attention très forte. Oui, il y a un dernier sujet. Oui, vous voulez, Jean-Marc Torolion. Oui, j'ai une petite question pour Monsieur le ministre. En fait, je voulais lui dire que le cœur des Français battait encore et que la mobilité en France, elle n'était pas morte. Et que nous avions des locataires qui avaient besoin de déménager, que nous avons des acquéreurs et des vendeurs qui ont besoin de déménager. Et que derrière la crise actuelle, il faut aussi penser à la sortie de crise. Et le blocage du déménagement, le blocage total du déménagement en France, c'est quelque chose d'assez délicat et de potentiellement assez explosif au fond, parce que n'oublions pas que chaque année, nous avions 1 500 000 locataires qui changeaient de logement et 1 million d'acquéreurs et de vendeurs qui changeaient de logement. Et j'invite Monsieur le ministre à essayer de reconsidérer cette position sur l'industrie du déménagement avec la fédération, bien évidemment, avec les enjeux sanitaires, à réautoriser la location de véhicules parce qu'on a des situations ubuesques et voilà, le pays va avoir besoin quand même de mobilité. Les flux vont se mettre en place, des flux sont déjà nécessaires. Et voilà, je souhaiterais l'interpeller sur ce problème-là. Je ne demande pas une réponse immédiate, c'est pas possible. Mais j'ai bien le sujet en tête, évidemment. Quelle est la position? Et d'ailleurs, toutes ces questions-là, je t'invite d'ailleurs à ceux qui nous regardent. On a mis en place une sorte de foire aux questions, une FAQ, comme on dit, avec tous ces points-là qu'on actualise au fur et à mesure en fonction de l'évolution sanitaire, etc. Et qui est consultable depuis le site de mon ministère. Aujourd'hui, les déménagements qui ne peuvent pas être reportés sont autorisés. C'est ça la règle, notamment pour des questions d'urgence sanitaire ou sociale, ou parce que vous en êtes à la fin d'un bail. Ce qui est important parce que comme le dit Jean-Marc Torolion, il y a cette mobilité et parfois cette nécessité. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que la location d'une camionnette pour déplacer un meuble de chez vous à chez une amie ou chez une grand-mère ou quoi que ce soit, c'est évidemment pas le moment de le faire. Mais je crois que c'est pas ça le sens de la question de Jean-Marc Torolion. De la même manière, faut pas oublier que quand vous aménagez quelque part, ce n'est pas que le déménagement. Hein. Ensuite, c'est un tel qui vient faire tel branchement, etc., etc. Donc, la position, elle est assez claire. Les déménagements qui ne peuvent pas être reportés sont autorisés. C'est d'ailleurs, en fait, un contact qui s'est assez largement mis en œuvre de lui-même partout sur le territoire. Et toutes ces doctrines-là, pour être très clair et très transparent, comment ça se prend? Ce sont des décisions qu'on prend au sein d'une cellule interministérielle de crise où chacun vient avec ses nécessités et on regarde ces nécessités en fonction du cadre sanitaire que nous sont indiqués par les autorités sanitaires. C'est comme ça qu'on prend les décisions
c'est comme ça qu'on revoit les décisions, c'est comme ça qu'on élabore les décisions. Et je crois que c'est compréhensible de la part de chacun. Dernière partie de cette émission, il faut qu'on traite d'un sujet important. Jean-Marc Torolion, c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est les copropriétés. Les assemblées de copropriétés. Qu'en est-il aujourd'hui de la façon dont on gère les copropriétés urbaines? Aujourd'hui, la question des assemblées, la question de cette fameuse ordonnance qui va être revue pour rallonger le délai, quid des assemblées qui devaient se tenir et de la prorogation des mandats de syndic. Jean-Marc Torolion. L'enjeu, évidemment, c'était à peu près 178 000 copropriétés pour lesquelles on va reporter des assemblées générales et pour lesquelles environ 130 000 se retrouvaient avec des mandats de syndic échus d'ici le 30 juin. Et donc, derrière cet enjeu, j'allais dire technique, administratif et juridique, il y avait la capacité que nous avions à poursuivre la gestion de ces copropriétés, notamment la gestion des flux. Je rappelle qu'à peu près 12 milliards d'euros de charges concernent nos copropriétés en France. Le gouvernement a pris conscience de cette problématique. Et d'ailleurs, quand on regarde bien les ordonnances, il y a très peu d'articles qui concernent d'une façon singulière un métier. Et le métier de syndic a été, j'allais dire, considéré par un article. Cet article répondait en partie à nos aspirations, c'est-à-dire le fait de reporter la validité de nos mandats de gestion, de mandats de syndic jusqu'à la réunion de l'Assemblée générale concernant l'immeuble en question, et cette Assemblée générale devant se réunir d'ici le 24 novembre. La seule chose, c'est que ces délais, ces notions de date étaient très perfectibles par rapport à la réalité opérationnelle. Le gouvernement en a conscience et travaille à une modification de cette ordonnance qui devrait nous donner satisfaction. Je ne veux pas en donner le contenu aujourd'hui parce que je sais que c'est encore en cours de… L'encre est en train de sécher, si je puis dire. Et puis, je sais aussi que nous avons une prise en compte aussi de l'intégralité de la période jusqu'au 30 juin concernant nos mandats de gestion, y compris d'ailleurs les mandats de conseillers syndicaux qui étaient importants de proroger. Donc, en termes de gestion administrative et juridique de ces copropriétés, je pense que nous nous en sortirons très bien. Ça va exiger un immense travail de la part des syndics pour, sur 6 mois, réunir des millions de copropriétaires en assemblée générale, c'est-à-dire sur 2 fois moins de temps. C'est un enjeu, nous allons le relever, grâce notamment à la dématérialisation. N'oublions pas les ordonnances qui vont rentrer en application au 1er janvier 2020, et notamment le vote par procuration. Donc, de ce point de vue-là, je ne peux que remercier le gouvernement de nous avoir écoutés. Je pense qu'il faudra qu'on travaille aussi sur le délai de convocation des assemblées générales. Ça relève du décret, pour essayer de raccourcir ce délai pour qu'on puisse accélérer, nous, la cadence. Ce que je sais, c'est que nous commençons en vidéoconférence à faire nos réunions de conseil syndical. Nous arrêtons nos comptes, nous présentons nos comptes en vidéoconférence aux conseillers syndicaux parce qu'on prépare la reprise. On se met en situation d'être sur les starting blocks pour pouvoir, dès que nous le pouvons, dès que nous sortons de la période de confinement, délivrer le service juridique que nous devons à toutes nos copropriétés et à tous les clients qui nous ont fait confiance. Une réaction, Monsieur le Ministre, peut-être? C'est là aussi un sujet extrêmement technique, mais qui a des conséquences dans notre vie à chacun en fonction de là où vous habitez et en fonction de si vous êtes propriétaire ou pas. Concrètement, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Évidemment que les assemblées générales ne pouvaient être tenues. On n'allait pas, en période de confinement, demander de la tenue de ces assemblées générales. Ce n'est pas compréhensible. Comme le disait Alexandra François Cuxac tout à l'heure, ça fait partie aussi de ces défis de la dématérialisation. Et d'ailleurs, la dématérialisation de l'Assemblée générale, c'est quelque chose que là aussi nous avons intégré dans la loi Elan. Bon, il s'avère que la mise en œuvre n'était pas complètement arrivée avant le début de l'épidémie. Mais enfin, ça confirmait que nous avions raison collégialement d'aller en ce sens. Et au premier jour du début de ce confinement, lorsque nous avons pris ces ordonnances du 25 mars, il s'avère que nous avions vu la difficulté, mais que nous avions élargi la possibilité de report jusqu'au 24 ou 25 juin. Et là, avec la même humilité qui est la mienne et que j'évoquais au début, on se rend compte que souvent dans les contrats de syndic, il n'est pas indiqué tenue de l'Assemblée générale avant le X d'un mois. Il est souvent mis
tenue de l'Assemblée générale avant la fin du mois de juin. Et donc, on a une difficulté juridique parce que d'un côté, les textes parlent du 24 ou 25 juin, alors qu'en fait, les documents des syndics parlent de fin juin, pour beaucoup d'entre eux, comme le disait Jean-Marc Torolion. Donc, on est en train de faire cette modification pour, là aussi, absolument sécuriser tout le monde. Ça fait partie des modifications qui sont en train d'être finalisées. Il y a la fin des discussions, notamment avec les organes de juridiction. Donc, effectivement, comme dit Jean-Marc Torolion, l'encre est en train de sécher et j'espère bien qu'on puisse finaliser tout cela le plus rapidement possible. Alors, nous arrivons, Olivier, vous êtes toujours avec nous. Oui, je suis désolé, j'ai eu pas mal de problèmes. Oui. Alors, je voudrais juste dire à nos auditeurs, vous avez été quelques milliers à nous suivre sur la page Facebook FNIM, sur Radio Imo, sur Figaro Imo. Rassurez-vous, on a eu des problèmes de flux Internet. Il y a beaucoup de monde qui est connecté. On a un backup qui permet de conserver le podcast sur le son intégral. N'ayez pas d'inquiétude. Nous allons remettre la vidéo ainsi que le son sur la page Facebook Radio Imo Figaro et de la FNIM pour que vous ayez accès à la totalité. Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, Alexandra, Monsieur le ministre Jean-Marc Torolion, avec vous, Olivier, qu'on fasse une conclusion, Olivier Marin. Oui, de voir, bien sûr, merci déjà à tous d'être présents. C'est important, on a parlé, on ne peut pas tout évoquer, mais au moins de parler de l'immobilier, du logement, des priorités aujourd'hui, de ce qui va bouger. Le ministre nous l'a dit déjà tout à l'heure, notamment en matière d'ordonnance, hein, ça va bouger dans les prochains jours, tout ce que l'on a pu évoquer. Et puis maintenant, c'est les clés de la reprise, c'est la vision de sortie de crise pour l'immobilier, le logement, l'après-confinement en matière d'immobilier, le pouvoir d'achat, l'économie, la solvabilité des ménages. On sait que la reprise, elle s'annonce lente. Quelles sont pour vous les perspectives ? C'est une période où on apprend beaucoup de nous-mêmes, on apprend des autres. Est-ce que vous pensez que les choses vont, certains le disent, reprendre leur cours normal, ou qu'au contraire, c'est une période de confinement qui va modifier notre relation au logement ? Alexandra. Moi, je ne pense pas du tout que les choses continueront après la crise sans aucun changement, bien au contraire. Je pense que la gravité de la crise à tous les niveaux, d'abord sanitaire, puis économique que nous traversons, ne nous laissera pas indemnes. Elle a déjà démontré un certain nombre d'aspirations de nos concitoyens quand les gens ont commencé à déménager, à quitter Paris pour aller s'installer en province notamment et à la campagne bien souvent, quand une grande partie de nos concitoyens s'est trouvée finalement assez à l'aise dans le télétravail, dans l'art d'utiliser les visioconférences et de moins se déplacer, dans la question de se retrouver plus souvent en famille et de redécouvrir ses enfants au quotidien. Bref, n'ayons pas honte de ces moments que nous avons tous ressentis, de ces sensations et de ces sentiments que nous avons tous ressentis, et profitons-en pour s'en servir collectivement pour bâtir, à l'issue de la crise, une société qui nous ressemble plus. Je crois que le paradigme est en train de changer. On en avait pour la mondialisation, on mettait l'Europe aux oubliettes, la France plus de patriotisme, on était dans un effet de métropolisation à outrance avec une course à la productivité complètement dingue. J'appelle pas un retour de Manon des Sources, mais je crois quand même profondément que ça m'inspire, que nous allons modifier nos comportements à l'issue de cette crise. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour des acteurs de la promotion immobilière comme nous? Ça veut dire réfléchir certainement à un aménagement du territoire plus équilibré, avec moins de fractures territoriales. Et là, pour le coup, la fracture territoriale, elle s'est parfois révélée à l'inverse de la manière dont on l'a commenté avant, le tout pour les métropoles et rien pour les campagnes. Cette fois-ci, il me semble que ces campagnes, qu'on jugeait à moitié mortes et complètement out of date, se retrouvent finalement au cœur de l'enjeu. Et je crois qu'on serait bien inspirés les uns et les autres de bâtir un collectif de réflexion, et je vais m'atteler à cette tâche à mon niveau très rapidement, un collectif de réflexion autour de la manière dont on peut rééquilibrer cet aménagement en France pour être plus proche des aspirations de nos concitoyens. La dématérialisation aidant, on mettra pas plus de gens sur la route, en tout cas il faut pas.
Je crois que la préservation de la planète est un enjeu très fort qu'on avait déjà avant la crise, mais qui va, pour le coup, s'accélérer parce que je ne vois pas comment on pourrait produire aujourd'hui des logements qui ne sont pas, responsables, bas carbone, qui ont une réflexion sur la santé des personnes, les sujets de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, les sujets des matériaux biosourcés, mais aussi les sujets de l'aménagement, de l'environnement immédiat, de la manière dont on va approvisionner les services en bas de ces immeubles, etc., etc. Je ne vois pas comment on ne pourrait ignorer désormais toutes ces questions, ou en tout cas ne pas en faire une priorité dans notre métier. Et puis, je voudrais dire aussi que je trouve que c'est en train de changer le rapport entre les gens, et notamment dans nos entreprises, où le rapport salarié-employeur, c'est la terre est plate, hein, la terre est plate, c'est en fait l'idée qu'on s'est rapproché de nos salariés et eux de leur employeur dans une organisation de travail qui est peut-être mieux comprise, mieux acceptée, les uns comprenant mieux les valeurs de l'autre et les problèmes et les contraintes de l'autre. Et je trouve qu'on est en train de gagner aussi si on y prend bien conscience et si on l'entretient bien en sortant de crise, j'espère, à une société plus pacifiée. Mais la question du logement abordable. Oui. Merci beaucoup, Alexandra François-Cuxac. Jean-Marc Torolion, une conclusion rapide et je laisserai le mot de la fin à Monsieur le ministre de la Ville. Moi, je voudrais plus répondre en qualité de chef d'entreprise et de citoyen, peut-être que sur le logement proprement dit. D'abord, je pense que cette crise, c'est une formidable leçon d'humilité. D'humilité parce que, au fond, cette pandémie, elle concerne tout le monde, et le riche et le pauvre, j'allais dire l'homme politique et le salarié, personne n'est à l'abri, et on est finalement d'un seul coup tous égaux. Humilité parce que je trouve qu'il y a beaucoup de donneurs de leçons, mais moi je le dis comme je le pense, et je le dis plutôt en tant que patron de fédération. Je pense qu'être à la tête de l'État aujourd'hui, c'est pas facile, et je pense que quand on regarde aussi tous les gouvernants, quels qu'ils soient en Europe ou par ailleurs, je pense qu'on s'aperçoit que face à l'inconnu, eh bien, il faut réagir, et c'est pas facile. Et moi, je rends plutôt hommage au personnel politique globalement de ce pays et de l'Europe. Humilité aussi parce que je pense que pour le coup, on a de la chance d'être en Europe. Quand j'écoutais le patron d'Accor qui parlait du sort des salariés dans les 110 pays dans lesquels il est implanté, c'est là qu'on mesure la chance que nous avons sur la protection sociale globale que nous avons en Europe, et en particulier en France. Elle coûte, mais on en mesure là, à cet instant, ce qu'elle signifie par rapport à d'autres pays. Solidarité, ça veut dire pour moi d'avoir retrouvé des maillons indispensables dans la vie des Français. Vous voyez, par exemple, les caissières, on dit les caissières. Vous voyez, c'est pas inintéressant. Quand on dit l'industrie de la propreté, j'invite mes copropriétaires à de l'humilité face à l'industrie de la propreté, par exemple. Quand on voit finalement tous ces métiers dont on s'aperçoit que dans la société complexe que nous avons bâtie, ils sont indispensables, et on redécouvre le rôle des uns et des autres. Après, est-ce qu'on va changer de société? Moi, je suis plus dubitatif là-dessus. Je crois surtout il va falloir qu'on retrouve de l'énergie solidairement. Je pense que ce pays va devoir travailler pour retrouver son niveau de vie. Je pense que les entrepreneurs vont devoir se défoncer pour sauver leur entreprise et sauver les emplois de leurs salariés. Et c'est cette énergie-là qu'il va falloir que nous ayons, avec, j'espère en tout cas, une forme d'union sacrée. Après tout, on dit que c'est la crise la plus grave depuis 1945. Souvenons-nous ce qui s'est passé en 1945 quand on a reconstruit la France. Eh moi, je suis plutôt partisan de cela. Et puis, on réfléchira à notre modèle. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Torolion. Monsieur le ministre du Logement de la Ville, Julien Denormandie, une conclusion avec des mots qui, même compte tenu de la crise, qui pourraient encourager tous ceux qui nous regardent. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit tous les jours.
ce qui se passe aujourd'hui est à la fois complètement inédit. Moi, je ne peux pas conclure sans d'abord avoir une pensée très forte pour tous ceux qui sont au front, les soignants, les personnes médico-sociales, les travailleurs sociaux, tous ceux du monde économique, les fonctionnaires, bref, tous ceux qui agissent au quotidien pour faire face à cette épidémie. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce moment va changer la relation que nous avons avec beaucoup de choses. On a beaucoup parlé du logement, mais c'est vrai que la relation que nous avons à notre logement aujourd'hui va être profondément interrogée, que ce soit sur l'habitat indigne, qui est encore, pour lequel c'est encore plus insupportable de passer ces périodes de confinement, que ce soit avec de nouveaux usages, effectivement le télétravail, ou effectivement le lien avec l'habitat et pas que le logement. Tous ces rapports, ils vont être interrogés. Et je pense que ce sera très important, effectivement, de tirer profit de ces interrogations vers différents modèles d'aménagement du territoire, de lutte contre ces fractures territoriales, de lutte contre ces inégalités sociales que cette crise met encore une fois en avant. Après, c'est vrai qu'avant de parler du jour d'après, moi, je suis vraiment ancré dans le jour présent, comme l'ensemble du gouvernement, comme les acteurs économiques et sociaux que vous êtes. Le jour présent, c'est de faire face là aussi avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'humilité, mais enfin de faire face, de prendre des décisions, de reconnaître quand il faut les aménager, mais de faire face, de montrer qu'il y a des pilotes dans l'avion, qu'on est là pour gérer les choses, répondre aux problèmes en apportant des solutions. Que chaque problème, des solutions puissent être trouvées. Parfois, on nous dit que ça va pas assez vite, etc. Enfin, il faut faire face. Et c'est ça mon rôle, c'est ça le rôle du gouvernement, et c'est ce pourquoi on est tous, absolument tous mobilisés, matin, midi, soir, nuit, week-end compris, avec tous les acteurs, encore une fois, économiques et sociaux et sanitaires. Et puis, à un moment, au-delà de faire face, il y aura effectivement la question de cette reprise. Cette reprise, elle doit passer d'abord par protéger les individus, j'en ai parlé, protéger les acteurs économiques, on en a beaucoup parlé. C'est beaucoup de mesures qu'on prend aujourd'hui pour protéger. Mais la protection, ça passera aussi par cette reprise, donner des assurances, cette confiance dont on a parlé, mais aussi mettre en œuvre des mesures fortes pour relancer une fois que le moment venu sera là. Relancé par des mesures fortes dans la construction. Évidemment, le bâtiment, l'immobilier a toujours été un acteur très fort. C'est plus de 2 millions de personnes, c'est près de 6% du PIB. Donc, ce sera un acteur majeur, évidemment. Et moi, d'ores et déjà, j'y travaille pour faire en sorte que ce soit un acteur majeur. Également dans la réhabilitation, j'y crois beaucoup. Encore une fois, en plus, ça permet d'aller rapidement et puis ça permet d'avancer fort sur la réhabilitation. Et c'est à la croisée des chemins de lutte contre les inégalités sociales quand vous habitez dans un logement insalubre, de rénovation énergétique, qui est là aussi un défi énorme. Et puis enfin, de soutien à cet aménagement du territoire, parce que c'est vrai que les usages, les accessibilités à certains éléments de vie, aujourd'hui, cette crise, elle montre encore une fois que ça n'est pas la même chose d'un territoire l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est important. Vous savez, moi, je suis ministre de la Ville et du Logement au sein d'un pool ministériel qui s'appelle la cohésion des territoires. Je crois qu'au lendemain de tout cela, c'est vrai que cette cohésion de la nation, moi, je suis persuadé que c'est ça qui nous permettra de faire face, faire bloc, comme je le disais, et c'est ça qui fera que notre nation sortira encore plus forte de ce que nous vivons aujourd'hui qu'au moment où elle est rentrée dans cette crise absolument inédite. Olivier Marin, un mot de conclusion, rédacteur en chef du Figaro, sur ce qui a été dit. Moi, je veux dire merci en tout cas à tous les trois. Alors, bon, moi de mon côté, j'ai eu une 20 à 25 coupures, donc ça n'a pas été évident. Je suis revenu. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. L'objectif, c'était vraiment de dresser un état des lieux, les secteurs du logement, de l'immobilier. Aujourd'hui, de voir les priorités, vous l'avez très bien évoqué et dit tous les trois, les urgences, et puis de commencer en cette période de confinement à dresser les perspectives en vous éclairant le mieux possible. Émission donc diffusée sur les pages Facebook de Radio Imo et de Figaro Imo avec également la FNIM. On a eu des petits soucis techniques, ne vous inquiétez pas, vous aurez très vite le replay de l'émission, la rediffusion.
Encore merci à vous, les internautes. Merci. En attendant de concrétiser vos plus beaux rêves immobiliers, restez chez vous. Alors justement, merci Olivier Marin, merci à vous Julien de Normandie d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci Alexandra, François Cuxac à Biarritz où il fait très beau. Restez chez vous et prenez soin de vous. Merci à Jean-Marc Torolion, le président de la FNAIM. Je sais que vous bougez beaucoup pour la profession. Merci à tous les professionnels qui nous écoutent. On est sur plusieurs dizaines de milliers de vues, mais je voudrais dire à nos internautes qui nous écoutent, voilà, on est aussi dans une urgence, donc pardonnez-nous les coupures. Il y a un replay, il y a un backup qui a enregistré le son, l'image. Ça sera fait dans la minute qui suit la fin de l'émission. Vous pourrez accéder au replay sans aucune difficulté. Ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a un drame humain qui se noue. Il y a des personnes, j'ai eu à déplorer dans mon environnement personnel 2 décès la semaine dernière, un à Madrid et un à Marne-la-Vallée. Quand on voit les choses qui nous touchent directement, c'est là qu'on prend la conscience véritablement de ce que représente cette menace virale. Restez chez vous, c'est extrêmement important. Prenez soin de l'autre, prenez soin des vôtres et surtout, sachons peut-être, et c'est ce que je souhaite et c'est le souhait que je formule, souhaitons qu'après cette crise, nous tenions effectivement tous ensemble un discours de solidarité et d'unité nationale. Vous l'avez rappelé, monsieur de Normandie, c'est extrêmement important. Jean-Marc Torolion aussi et Alexandra. J'espère que ces nouveaux paradigmes nous permettront à nous de tirer cette leçon et de vivre mieux. On a compris aussi à quel point nous étions tous interdépendants, dépendants des économies étrangères, des économies de l'économie aussi à l'égard de l'Asie, de la Chine en particulier aussi, et qu'on saura peut-être, je l'espère en tout cas, en tirer les renseignements. Merci à toutes et à tous. Après les jingles, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente journée à tous et surtout, encore une fois, prenez soin de vous. Merci. Les clés de la reprise, une émission spéciale proposée par Radio Imo et Figaro Imo, animée par Sylvain Lévy-Valency, directeur des programmes Radio Imo, et Olivier Marin, rédacteur en chef de Figaro Imo. Invités, Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement, Jean-Marc Torolion, président de la FNAIM, Alexandra François Cuxac, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers.